Il y a des hommes que l'histoire choisit. Pas l'inverse. Des hommes qui n'avaient pas prévu de changer le destin d'un pays. Qui n'avaient pas prévu de devenir le visage d'une génération. Qui n'avaient pas prévu que leur nom résonnerait bien au-delà des frontières de leur pays. Ibrahim Traoré est l'un de ces hommes. Et cette histoire, vous devez la connaître. Burkina Faso. Afrique de l'Ouest. Un pays sans accès à la mer. Un pays enclavé. Un pays que beaucoup regardent sur une carte sans vraiment le voir. Et pourtant, ce pays porte en lui une flamme. Une flamme qui s'appelle Sankara. Une flamme qui s'appelle dignité. Une flamme qui s'appelle révolution. Et aujourd'hui, cette flamme a un nouveau nom. Ibrahim Traoré. Le 14 janvier 1988. Dans la ville de Bondokui, à l'ouest du Burkina Faso, naît Ibrahim Traoré. Une ville modeste. Une famille simple. Un enfant comme des milliers d'autres dans ce pays de sable et de savane. Mais ce pays, il n'est pas ordinaire. Le Burkina Faso est le pays de Thomas Sankara. Le pays de l'homme qui a osé dire non à la France. Non au FMI. Non au néocolonialisme. Le pays qui a changé son nom de Haute-Volta à Burkina Faso pour signifier au monde entier que son peuple était debout. Que son peuple était digne. Ibrahim Traoré grandit dans ce pays chargé d'histoire. Dans ces rues où le nom de Sankara est encore murmuré avec respect et avec nostalgie. Où les anciens racontent encore ce que c'était, ce bref moment de gloire révolutionnaire, avant que tout ne s'effondre avec l'assassinat du Tché africain en 1987. Un an avant la naissance d'Ibrahim Traoré. Comme si l'histoire avait voulu passer le flambeau. Le jeune Ibrahim grandit. Il observe. Il apprend. Il absorbe tout ce que son pays lui enseigne, la fierté, la résilience, la dignité. Et quand vient le moment de choisir sa voie, il choisit l'uniforme. Il choisit l'armée. Comme si quelque chose en lui savait déjà que son destin se jouerait en tenue militaire. Ibrahim Traoré intègre l'école militaire interarmes de Ouagadougou. Il se distingue. Il excelle. Il devient officier d'artillerie. Pas un simple soldat, un technicien de la guerre. Un homme qui comprend les stratégies, les tactiques, les dynamiques du combat. Il est déployé sur le front. Car le Burkina Faso, en ces années 2010, est en guerre. Pas une guerre conventionnelle. Une guerre invisible. Une guerre contre des groupes armés terroristes qui descendent du Sahel comme une marée noire. Al-Qaïda. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. État islamique au Grand Sahara. Ces groupes terroristes ravagent le nord du Burkina Faso. Ils brûlent des villages. Ils massacrent des civils. Ils recrutent des jeunes sans avenir. Ils répandent la terreur dans des régions entières que l'État ne contrôle plus. Et Ibrahim Traoré est là. Sur le terrain. Dans la poussière et le sang. Commandant des hommes. Perdant des frères d'armes. Voyant son pays se déchirer. Il combat avec courage. Il gagne le respect de ses soldats. Il monte en grade. Il devient capitaine. Un jeune capitaine, mais un capitaine qui a vu ce que la guerre fait aux hommes. Ce qu'elle fait au village. Ce qu'elle fait à un pays quand son État l'abandonne. Car Ibrahim Traoré voit quelque chose que beaucoup refusent de voir. Il voit que ses soldats manquent d'équipement. Que les munitions arrivent avec du retard. Que les renforts ne viennent pas. Que les officiers supérieurs restent dans leurs bureaux climatisés de Ouagadougou pendant que les soldats meurent dans le Sahel. Il voit un État qui a abandonné son armée. Et une armée qui commence à perdre confiance en son État. Pour comprendre Ibrahim Traoré, il faut comprendre le Burkina Faso des années 2015 à 2022. Après 27 ans de règne de Blaise Compaoré, l'homme qui a assassiné Sankara et vendu son pays aux intérêts étrangers, le peuple se lève en 2014. Une insurrection populaire historique chasse Compaoré du pouvoir. Le peuple descend dans les rues. Le peuple brûle l'Assemblée nationale. Le peuple récupère sa dignité. Mais la transition qui suit est chaotique. Les élections de 2015 portent au pouvoir Roch Marc Christian Kaboré, un civil, un démocrate, mais un homme dépassé par les événements. Car pendant que Kaboré gouverne depuis Ouagadougou, le terrorisme explose. Les attaques se multiplient. Les morts s'accumulent. Des régions entières du pays tombent sous le contrôle des groupes armés. Des millions de Burkinabés fuient leur village.
Le pays s'effondre. Le peuple crie. Le peuple demande des comptes. Le peuple exige que l'armée soit équipée. Que les soldats ne meurent plus sans munitions. Que l'État reprenne le contrôle. Kaboré ne répond pas. Et puis, janvier 2022. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse Kaboré par un coup d'état militaire. Le peuple ne pleure pas Kaboré. Le peuple sort dans les rues avec des drapeaux burkinabais et des drapeaux russes. Car le peuple est épuisé. Le peuple cherche n'importe quelle solution. N'importe quel sauveur. Damiba prend le pouvoir. Il promet de rétablir la sécurité. Il promet de repousser les terroristes. Il promet un Burkina Faso debout. Mais les mois passent. Et la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Elle empire. Les attaques continuent. Les morts continuent. Le pays continue de saigner. Et dans les rangs de l'armée, la frustration gronde. La colère monte. Les soldats sur le front regardent vers Ouagadougou et ne voient que des promesses non tenues. Parmi ces soldats, un jeune capitaine du nom d'Ibrahim Traoré. 30 septembre 2022. Le monde se réveille avec une nouvelle qui surprend tout le monde, sauf peut-être ceux qui connaissaient la réalité du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, capitaine, 34 ans, renverse Damiba. Un deuxième coup d'État en moins d'un an dans le même pays. Le monde hausse les sourcils. Les chancelleries occidentales froncent les sourcils. L'Union africaine condamne. Mais à Ouagadougou, dans les rues, dans les marchés, dans les quartiers populaires, c'est une autre histoire. Le peuple sort. Le peuple crie. Le peuple célèbre. Car Ibrahim Traoré n'est pas un inconnu pour les soldats. Il est l'un des leurs. Un homme du terrain. Un homme qui a combattu. Un homme qui a perdu des camarades. Un homme qui connaît le prix du sang. Quand il apparaît à la télévision nationale, jeune, sobre, en tenue militaire, quelque chose se passe dans le cœur des Burkinabés. Quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Ibrahim Traoré prend la parole. Sa voix est calme. Ses mots sont directs. Il ne fait pas de grands discours. Il ne promet pas la lune. Il dit simplement, le Burkina Faso mérite mieux. Et nous allons nous battre pour lui donner mieux. Le peuple l'entend. Le peuple le croit. En octobre 2022, Ibrahim Traoré est officiellement investi président du Faso. Il a 34 ans. Il devient le chef d'État en exercice, le plus jeune du monde. 34 ans. Le même âge que Sankara quand il a pris le pouvoir en 1983. La comparaison est immédiate. Inévitable. Partout en Afrique, et au-delà, les jeunes voient en Ibrahim Traoré le successeur spirituel de Thomas Sankara. Le même feu. La même jeunesse. La même rage tranquille contre l'injustice et le néocolonialisme. Mais Ibrahim Traoré sait que les comparaisons peuvent être dangereuses. Sankara a été assassiné. Sankara a été trahi par son propre entourage. Sankara a payé de sa vie le prix de sa révolution. Traoré le sait. Et il avance avec cette conscience pesant sur chacun de ses pas. L'une des premières décisions les plus marquantes d'Ibrahim Traoré est aussi l'une des plus symboliques. L'une de celles qui vont faire résonner son nom bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il rompt avec la France. Pas doucement. Pas diplomatiquement. Franchement. Directement. Avec la même brutalité que Sankara avait utilisée 40 ans plus tôt. En janvier 2023, il expulse l'ambassadeur de France. Il demande le retrait des forces françaises présentes au Burkina Faso, l'opération Sabre, les forces spéciales françaises qui opéraient depuis des années sur le sol burkinabé. Il dénonce le partenariat militaire avec Paris comme une collaboration qui n'a jamais vraiment protégé son peuple. Le message est clair, le Burkina Faso n'est plus une arrière-cour française. Le Burkina Faso est souverain. Le Burkina Faso choisit ses propres partenaires. Et ce choix, il se tourne vers la Russie. Le drapeau russe flotte dans les manifestations à Ouagadougou. Des instructeurs militaires russes, certains liés au groupe Wagner, arrivent au Burkina Faso. Des accords de coopération militaire sont signés. Ibrahim Traoré affirme vouloir diversifier les partenariats de son pays. Vouloir ne plus dépendre d'une seule puissance étrangère. L'Occident crie au scandale. Paris est furieux. Washington s'inquiète.
Bruxelles condamne. Mais dans les rues de Ouagadougou, le peuple applaudit. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un soldat qui a pris le pouvoir. Il est un homme qui a une vision. Une vision pour son pays. Une vision pour son continent. Il parle de souveraineté. De dignité. De panafricanisme. Il cite Sankara. Il cite Patrice Lumumba. Il cite Amilcar Cabral. Il parle à une jeunesse africaine qui en a assez d'entendre que l'Afrique doit mendier sa place dans le monde. Il dit que le Burkina Faso doit compter sur ses propres ressources. Sur ses propres forces. Sur son propre peuple. Il lance des appels à la mobilisation nationale. Il crée des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, des civils formés et armés pour défendre leur communauté contre les terroristes. Il lance des réformes économiques. Il revendique plus de contrôle sur les ressources minières du pays, l'or, le zinc, le manganèse, qui partaient enrichir des multinationales étrangères pendant que le peuple burkinabé restait pauvre. Il parle à l'ONU avec un langage que les diplomates africains n'utilisent plus depuis longtemps. Un langage de fierté. Un langage de résistance. Un langage qui fait vibrer les jeunes Africains des quatre coins du continent. Mais la réalité du pouvoir est cruelle. Et Ibrahim Traoré le découvre rapidement. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste compliquée. Les attaques terroristes continuent. Les routes qui relient Ouagadougou au nord et à l'est du pays sont régulièrement attaquées par les terroristes. Des villes entières sont assiégées, Djibo, Titao, Kongoussi, coupées du reste du pays. Les convois humanitaires ne passent plus. La famine menace. Les organisations humanitaires internationales alertent. Les Nations Unies parlent de l'une des crises humanitaires les plus graves de la planète. Des millions de Burkinabés ont besoin d'aide alimentaire d'urgence. Ibrahim Traoré est conscient de ces défis. Il ne les nie pas. Il dit que son pays est en guerre. Et que dans une guerre, il faut accepter les sacrifices. Il dit que la souveraineté a un prix. Et que ce prix, le Burkina Faso est prêt à le payer. Mais les critiques s'accumulent. Des journalistes sont arrêtés. Des opposants sont surveillés. Des organisations de la société civile sont suspendues. Des voix s'élèvent pour dénoncer une dérive autoritaire. Pour rappeler que la révolution ne peut pas se faire en écrasant les libertés du peuple qu'elle prétend servir. Ibrahim Traoré répond que son pays est en état de guerre. Que les libertés en temps de guerre ont des limites. Que la priorité absolue est la survie de l'État burkinabé. Le débat est ouvert. La tension est réelle. Et l'histoire n'a pas encore rendu son verdict. Mais au-delà de la politique. Au-delà des bilans. Au-delà des débats, Ibrahim Traoré est devenu quelque chose que peu de dirigeants africains sont devenus de leur vivant. Un symbole. Un symbole pour la jeunesse africaine qui cherche des modèles qui leur ressemblent. Des leaders qui parlent leur langue. Des hommes qui n'ont pas peur de dire non aux anciennes puissances coloniales. Des voix qui affirment que l'Afrique peut se gouverner elle-même. Que l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs. Son visage est sur des t-shirts à Dakar. Son nom est scandé dans des manifestations à Bamako. Ses discours sont partagés des millions de fois sur les réseaux sociaux de Lagos à Kinshasa. De Conakry à Nairobi. Il est devenu, pour une génération entière de jeunes Africains, la preuve vivante qu'un fils du peuple peut prendre le destin de son pays entre ses mains. Que la révolution n'est pas morte avec Sankara. Qu'elle sommeillait. Et qu'elle se réveille. Ibrahim Traoré est encore jeune. Il a encore tout à prouver. Tout à construire. Tout à défendre. Son pays est en guerre. Son régime est contesté. Sa révolution est inachevée. Et les forces qui veulent sa chute, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont nombreuses et puissantes. Plusieurs tentatives de coup d'État ont déjà été déjouées. Des complots ont été révélés. Des officiers ont été arrêtés. Car Ibrahim Traoré sait, comme Sankara le savait, que le prix de la révolution peut être la vie. Mais il avance. Il ne recule pas. Il ne se tait pas. Car Ibrahim Traoré a fait un choix. Le choix de son peuple. Le choix de son continent. Le choix de cette Afrique qui refuse de se laisser dicter son destin par d'autres. Sera-t-il le Sankara du XXIe siècle? Sera-t-il le bâtisseur d'un Burkina Faso nouveau? Ou sera-t-il lui aussi rattrapé par les forces obscures qui guettent toujours les révolutionnaires africains?
L'histoire ne l'a pas encore décidé. Mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré a déjà changé quelque chose. Dans le regard des jeunes Africains. Dans le rapport de force entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Dans la conscience collective d'un continent qui se réveille. Et ça, aucun coup d'État ne peut l'effacer. Aucune pression internationale ne peut l'éteindre. Aucune force ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Le Burkina Faso est debout. L'Afrique se lève. Et Ibrahim Traoré, qu'il réussisse ou qu'il tombe, aura été l'un de ceux qui ont allumé la flamme. La flamme de Sankara brûle encore. Elle a juste trouvé un nouveau visage. Abonnez-vous à l'écho des légendes, parce que ces histoires doivent être racontées. Parce que l'Afrique mérite qu'on raconte sa vérité. Toute sa vérité. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Ibrahim Traoré peut réussir là où d'autres ont échoué? Peut-il être le Sankara du XXIe siècle? L'Afrique parle. Nous témoignons.